Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette vidéo. Nous sommes le mercredi 24 mars 2021 et comme chaque mercredi, nous allons faire un point sur les matières premières et les fondamentaux. Alors avant de débuter, de voir les actifs que nous allons aborder, nous allons donc enchaîner sur un rapide rappel légal. Voilà pour le rappel légal. Alors aujourd'hui, au menu du jour, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par le silver, l'argent. Nous allons enchaîner par la suite par le pétrole, hein, bien entendu. J'avoue qu'on en parle à chaque fois, mais il se passe beaucoup de choses sur le marché pétrolier. Je sais que beaucoup d'entre vous s'y intéressent. Je sais même que certains ne traitent que ça, donc tout naturellement. Nous allons en parler encore une fois, surtout au vu des événements récents. Nous allons enchaîner par la suite sur le sucre et terminer par le maïs. Donc, comme d'habitude, on termine par des matières premières agricoles. L'argent, le silver. Alors, les points clés, il faut savoir que l'argent a surperformé l'or récemment, grâce notamment à la réduction des ventes à découvert que l'on a connue à la fin du mois de janvier et début du mois de février, mais également aux meilleures perspectives pour l'industrie mondiale. Le rebond en cours sur le marché de l'or, un léger rebond, se poursuit, mais l'argent passe sous un support important, les 25,50 $. On va voir quel est le prochain support majeur. Je vous le dis dès maintenant, ce sont les 23 $. Les tendances saisonnières, quant à elles, laissent suggérer que le silver ainsi que d'autres métaux précieux pourraient marquer un creux de court terme très prochainement en cette fin de semaine. Les ETF de leur côté ont acheté plus d'argent au premier trimestre 2021 qu'au premier trimestre 2020, mais les ETF ont été vendeurs d'argent depuis la mi-février. On va parler également des stocks sur le COMEX, des stocks qui restent élevés, mais qui ont connu une très forte baisse. C'est la plus forte baisse depuis des années, ce qui pourrait laisser présager d'importantes livraisons de physique en silver. On passe par ce graphique, un graphique qui superpose, vous le verrez ici en bas à droite, la petite légende quand on superpose les prix, c'est ici que l'on peut différencier les différents prix. Le gold en bleu, le silver en vert et rouge. Alors on peut le voir, le silver a surperformé le gold, cependant le gold parvient à rebondir quelque peu et le silver se replie. Alors il a surperformé le gold en début d'année 2021, il est passé sous un important support de 25,50 $, prochain support majeur 23 $, et on pourrait marquer un creux dans les jours à venir avant un rebond potentiel. Qu'en est-il en données H4? Alors en données H4, on avait eu un très beau signal Ishimoku sorti par le bas du nuage, un signal qui avait été dans l'immédiat validé par une lagging span qui se désengage, et donc validation du signal simultané. C'est pour ça que j'avais insisté là-dessus en Good Morning Market, il me semble que c'était hier, parce qu'effectivement ces signaux sont les plus efficaces concernant Ishimoku. C'est lorsqu'on a le signal, dans la foulée on a la validation. Ce n'est pas toujours le cas, on le verra par la suite. Et donc à présent, si on venait à passer, et oui, entre parenthèses, on avait une belle projection d'Osoda baissière ici qui nous donnait l'objectif actuel. On le voit ici, si on passe sous la projection d'Osoda, on a les 24,50 $ en support. Et si ça passe en dessous, le prochain support qui, cette fois-ci, est majeur, est à 23 $. Donc prudence sur le silver lors des séances à venir, car on devrait marquer un creux de court terme. Concernant les avoirs des ETF, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a eu donc une hausse des avoirs des ETF en début d'année 2021, donc des achats en provenance des ETF en ce début d'année supérieurs à ceux du début d'année 2020. Les avoirs des ETF sont en histogramme blanc, les cours spot sont en rouge, et à noter tout de même que l'on a eu le mois dernier des ventes à découvert, ce qui a remis en question la demande d'investissement pour le second trimestre 2021. Concernant les stocks sur le COMEX, ce graphique superpose les cours du silver en jaune et les stocks sur le COMEX. On peut le voir ici, on a eu une diminution massive des stocks. C'est quelque chose que l'on n'a pas vu depuis, il me semble, 2006, très exactement ici. Et si cette baisse venait à se poursuivre, ça pourrait être donc un signal d'achat assez important. C'est un signal fondamental cette fois-ci. On ne parle pas d'analyse technique, et cette baisse des stocks est très certainement due à des livraisons physiques sur le silver. On passe à présent sur l'or noir, le pétrole, les points clés. Tout d'abord, ces derniers rapports de l'EIA et de l'OCDE
qui signalent une reprise de la demande au second semestre 2021. On notera également la Chine qui cesse d'acheter du brut iranien de peur de sanctions américaines, hein, en tout cas officiellement. On a parlé d'Iran la semaine dernière et visiblement, on est très loin de voir le retour du pétrole iranien sur le marché. On s'en doutait déjà la semaine dernière avec cette reprise des programmes d'enrichissement en uranium avec des centrifugeuses plus performantes. On va parler également des plateformes pétrolières américaines qui reprennent du poil de la bête avec, et on connaît ce chiffre hein, qui est publié tous les vendredis après-midi, le décompte des plateformes pétrolières Baker Hughes, on va en parler. Tout de même, on a une production aux États-Unis qui reste faible. C'est pour cela que les États-Unis ne sont pas de retour hein, ne sont toujours pas actuellement considérés comme un acteur majeur du marché pétrolier. C'est toujours l'OPEP et la Russie qui dirigent ce marché à l'heure actuelle. Et la mission de l'OPEP+, sera de veiller à ne pas avoir un déficit trop important, ce qui pourrait entraîner une flambée des prix. Les prix sont déjà très hauts et ça a poussé l'Inde à aller chercher d'autres fournisseurs et à se détourner de ses fournisseurs traditionnels. L'Inde, donc, qui commence à augmenter ses importations en provenance des États-Unis. Et à court terme, je vous en ai parlé en Good Morning Market, les cours profitent du blocage du canal de Suez. Hein. J'en ai même tellement parlé en Good Morning Market que j'ai oublié d'autres éléments, hein, notamment concernant le Bitcoin. Hein. J'ai oublié de vous dire que cette hausse du Bitcoin avait été favorisée par un tweet d'Elon Musk qui a annoncé qu'on pourrait dorénavant s'acheter une Tesla avec du Bitcoin. Hein. Donc, j'étais tellement sur ce sujet que j'ai oublié quelques détails ce matin lors du Good Morning Market et je m'en excuse. Alors on passe sur les différents points concernant le pétrole. Tout d'abord, le décompte des plateformes pétrolières en activité aux États-Unis. Nous assistons à un réel rebond. C'est ce chiffre-là hein, dont nous parlons, celui qui est représenté en jaune. Ce chiffre est publié tous les vendredis après-midi. Vous pourrez retrouver le résultat sur la plateforme Xstation 5 dans l'onglet calendrier. Nous sommes actuellement aux alentours des 318, rebond. La production du schiste ici, que l'on retrouve en vert, est en train d'atteindre des sommets post-pandémiques, mais on a une production qui reste tout de même inférieure à 1,5 million de barils par jour au sommet atteint avant la pandémie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un rebond des appareils de forage. Et donc, ce qui augmente le plus, c'est la production de nouveaux puits et non des anciens. Donc, ça reste important de le savoir. Et la production de schiste est actuellement aux alentours des 8,5 millions de barils par jour. On passe à présent au point de vue graphique. Souvenez-vous, ce graphique, nous l'avons abordé à maintes reprises. C'est ce graphique qui nous avait permis d'envisager un Brent aux alentours des 70 $ avant un repli. Comment on avait fait pour ceux qui n'avaient pas suivi les précédentes émissions? On s'était basé sur cette précédente hausse. Hein. Vous voyez, ce rectangle est similaire à celui-ci. Et on avait émis l'hypothèse d'une réplique de l'amplitude de cette hausse. C'est ce qui s'est passé. Et donc, en suivant le même raisonnement, le repli pourrait s'approfondir. Nous sommes actuellement sur le retracement de Fibonacci à 78,6%. Si on prend en compte cette hausse, la hausse depuis le printemps. On a même les retracements externes ici. Hein. Tout cela, j'en ai parlé en Good Morning Market. Et effectivement, cette correction pourrait être plus profonde. Vous voyez le petit carré ici. Ça correspond à la précédente correction. Hein. On s'intéresse à ce mouvement parce qu'on envisage que le pétrole ait le même comportement. Dans ce cas-là, ça a été le cas jusqu'à présent. C'est pour cela qu'on s'est arrêté à 70 $. La baisse pourrait s'approfondir jusqu'à 50 $, ce qui correspond également à la borne inférieure du canal haussier. Alors, je suis désolé si ce n'est pas très lisible, mais il était important d'intégrer ces mouvements précédents, mais également cette oblique baissière qui relie les différents sommets concernant le Brent. On passe à présent, encore une fois, aux fondamentaux et des fondamentaux qui commencent à ressembler à la période de 2006-2008. Hein. On voit ici la balance entre l'offre et la demande. Il faut savoir que la cause du déficit, à cette époque-là, 2006-2008, c'était principalement la forte demande à l'époque. Cette fois-ci, c'est différent dans le sens où c'est l'offre faible, le déficit créé par les pays membres de l'OPEP+, qui est dû à ce déséquilibre, un déséquilibre similaire que l'on peut retrouver ici, mais pour des raisons différentes. Hein. Cet équilibre, justement, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. On avait un déséquilibre, un déficit qui était dû ici
à la forte demande. Le déficit à l'heure actuelle est dû à la faible, à une offre faible. Voilà, je vais y arriver. Et donc, nous avons un déficit actuel selon Bloomberg qui pourrait atteindre 4 millions de barils par jour. On passe à présent à cette dernière actualité concernant le marché pétrolier. Une actualité qui m'a laissé perplexe, hein, je vous l'avoue. On a un porte-conteneur de 400 mètres panaméen qui bloque le canal de Suez. Je vous rappelle que 80% du pétrole mondial transite par ce canal et ça vient également menacer le commerce international. On a énormément de marchandises, hormis le pétrole, qui transitent par là. Mais c'est principalement du pétrole. Alors pourquoi ça me laisse perplexe? Effectivement, j'ai du mal à comprendre. On a beau le regarder dans tous les sens, à comprendre quel type de manœuvre peut amener un porte-conteneur à se bloquer de la sorte sur le canal de Suez et cette partie-là est très étroite. Donc ça m'a plutôt intrigué, hein. Je vous avoue que je ne suis pas de nature à être complotiste, mais effectivement, à un niveau, à un moment où le pétrole se replie, voir ce genre d'incident assez étonnant, hein. Effectivement, ce ne sont pas des roquettes qui sont lancées par des Houthis contre des installations de Saudi Aramco. On peut le comprendre si on connaît les conflits qu'il y a dans la région, mais comment peut-on en arriver à cela à un moment où le pétrole effectivement se replie et cela permet de soutenir le pétrole. Alors bon, on peut très rapidement s'imaginer qu'effectivement certaines entreprises pétrolières étatiques aurait tout intérêt à ce que ce genre d'incident arrive. Parce qu'un pétrole qui chute, qui perd quelques dollars, hein, ce sont des millions de dollars de pertes pour certaines entreprises étatiques et des États qui n'auraient aucune gêne à faire cela pour ne citer aucun État. Donc, je vous avoue que je suis plutôt perplexe, hein, donnez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas, hein, si vous voulez, on en discute. Mais je trouve cela assez étrange, une telle situation. On est en 2021, on a du matériel technologique très avancé, notamment concernant la navigation. Je ne suis pas un expert, mais j'essaie de me renseigner un maximum. Et donc, j'ai du mal à comprendre comment un porte-conteneur massif de 400 mètres peut faire une telle erreur, peut faire une telle manœuvre sur un canal aussi resserré. Et c'est tellement lourd de conséquences que c'est très difficile à expliquer. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis, hein, ça m'intéresse. Peut-être que je suis un peu paranoïaque, mais effectivement, je le redis, je ne suis pas complotiste, mais j'essaie tout de même d'éviter d'être trop naïf et je me pose des questions. En tout cas, ça a permis au pétrole de se redresser. Et bon, visiblement pour le moment, ce qu'il faut faire, il faut essayer de vérifier qu'il n'y ait pas trop de dommages pour éviter donc des conséquences environnementales, hein. C'est ce que l'on fait à l'heure actuelle. Ensuite, on va essayer de transporter ce porte-conteneur massif, je le répète, de 400 mètres et ça ne va pas être une tâche aisée. Il faudrait que ça se débloque le plus vite possible, hein, sinon ça pourrait continuer à porter les cours du pétrole pendant quelques jours au moins. Mais je pense, hein, que la situation devrait être rétablie d'ici la fin de semaine au plus tard. Mais encore une fois, je le répète, une situation qui m'étonne, surtout au vu, hein, des équipements technologiques dont sont dotés ces porte-conteneurs massifs. Alors après cette parenthèse, hein, sur cet événement de court terme, hein, qui m'a poussé un peu bon, pour une fois, donner mon avis, hein, ce n'était pas de l'analyse pure, mais des questions que je me pose. On passe sur le sucre. Quels sont les points clés? Alors, il y avait eu des problèmes logistiques au Brésil et en Inde. On en avait parlé. Ces problèmes ont été résolus. Alors, il devrait y avoir, lors du mois de mai, d'importantes livraisons de soja en provenance du Brésil. Et les tendances saisonnières pour le sucre laissent présager un rebond à ce moment-là. Les livraisons de soja devraient être très importantes, hein, dans un contexte de demande très très forte en provenance de Chine. On va le voir, cette demande chinoise et le soja brésilien, il faut le savoir, est relativement moins cher que le soja américain. Parlons de l'USD-BRL, ça fait très longtemps que l'on n'en a pas parlé. On en parlait beaucoup à une époque où j'abordais énormément le café car la situation technique, notamment avec Ishimoku, était très lisible. Ce n'est plus trop le cas, c'est pour ça que je l'ai laissé de côté. Mais à l'heure actuelle, il y a un triple top ou éventuellement soit c'est un triple top, j'ai encore du mal, soit c'est un triangle symétrique. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à voir et me donner votre avis d'ailleurs par rapport à cela aussi. Je vous sollicite beaucoup aujourd'hui. Et donc, le réal se renforce légèrement, mais ne parvient pas à soutenir les cours du soja et du sucre. Il faut savoir que c'est le pétrole, c'est l'or noir qui est le moteur principal des cours du sucre.
beaucoup plus que le réal brésilien à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que des cours élevés du pétrole, bah, ça veut dire une hausse de la demande de biocarburants et donc moins de sucre disponible pour la consommation. Ça, c'est très intéressant de le savoir. On passe donc à l'aspect technique et on a superposé ici plusieurs graphiques. On a superposé les cours du pétrole en jaune avec les cours de l'USD-BRL en axe inversé, hein. C'est pour ça qu'ici, normalement, c'est un triple top, ça se transforme en triple bottom, hein, vous le voyez. L'axe a été inversé, plus on monte, plus le taux baisse et inversement. Et on retrouve également le sucre traditionnellement en rouge et vert. Alors on a un rebond à l'heure actuelle du réal brésilien, donc vous l'aurez compris, un repli de l'USD-BRL. C'est bien d'inverser l'axe hein, de l'USD-BRL, ça permet de raisonner en termes de réal brésilien et non en termes d'USD-BRL. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reste tout de même, on reste à des niveaux plutôt faibles, hein, par rapport aux 12 derniers mois et le pétrole actuel ne parvient plus à soutenir, les cours du sucre, car les cours du pétrole sont en baisse malgré la tentative de reprise suite à l'actualité que l'on vient d'aborder, notamment sur le canal, de Suez. Mais concernant les stocks disponibles à la consommation, on peut espérer une poursuite de la hausse des cours. Et il faut savoir également que les exportations de soja du Brésil vers la Chine limiteront la disponibilité des ports pour les exportations de sucre. C'est important, on l'avait dit, ce sont les mêmes terminaux qui sont utilisés, que ce soit pour le sucre ou pour le soja. On passe à présent au stock de sucre et on le voit, on retrouve les stocks de sucre ici en jaune. Encore une fois, c'est en axe inversé, hein. Donc plus la ligne jaune monte, il faut l'interpréter comme une baisse des stocks hein, concrètement. Et les cours du sucre que l'on retrouve en blanc et donc des stocks de sucre prêts à la consommation qui diminuent sensiblement. Et il faut savoir que cette baisse est due au retour de la demande. Et on termine par une dernière matière première agricole, le maïs. Je sais que certains d'entre vous sont très intéressés par le maïs, notamment à long terme. Il faut savoir que les cours du maïs sont au milieu d'un mouvement haussier et donc on pourrait encore progresser davantage. On est peut-être qu'à 50% de la hausse si on se base sur les périodes 2007-2008 et 2010-2011. Les stocks de maïs mondiaux, à l'exception de la Chine, sont très bas et malgré la très forte demande en provenance de Chine, on va le voir sur un histogramme, et la forte augmentation des importations, les stocks de maïs chinois sont inférieurs au niveau de l'année dernière, hein. La Chine qui importe énormément de maïs et notamment de maïs américain, ce qui pourrait drainer les stocks américains, donc les réduire considérablement des stocks américains qui sont déjà assez faibles. On passe sur la partie graphique. Le voilà ce mouvement. On disait que l'on était à 50% justement de ce mouvement sous la résistance, le retracement de Fibonacci de 50%. On pourrait aller beaucoup plus haut, on pourrait doubler l'amplitude du mouvement actuel, un mouvement qui a démarré ici très précisément et on a répliqué les précédents mouvements. On s'est basé sur le même raisonnement que pour le pétrole hein, et ça marche énormément sur les matières premières. Pourquoi on le fait essentiellement sur les matières premières? Il y a une certaine saisonnalité, c'est très cyclique les matières premières, donc c'est vraiment une très bonne approche de raisonner de la sorte, de se baser sur les précédentes amplitudes, à moins qu'il y ait de réels changements dans les fondamentaux, des changements structurels. Alors, donc, et les fondamentaux d'ailleurs, les fondamentaux sur les produits agricoles restent très favorables, mais tout dépendra de la Chine. Et la Chine d'ailleurs, on va en parler. On le voit, nous avons une demande chinoise qui a fortement augmenté par rapport à l'année dernière. Et ici, on le voit sur cet histogramme, la Chine qui est vraiment à la tête de ce marché et qui a, donc on peut le comprendre au vu de la consommation chinoise, qui a pratiquement asséché ses stocks intérieurs et donc on pourrait donc on comprend et on comprendrait la poursuite d'une augmentation des importations en provenance des États-Unis, ce qui, nous l'avons dit, drainerait les stocks de maïs américains et on voit l'explosion de l'importation du maïs chinois, des importations du maïs en Chine. Et sur ce, on met un terme à ce Good Morning, excusez-moi, j'ai tellement l'habitude, à cette vidéo matières premières et fondamentaux. Finalement, décidément, je suis conditionné pour les Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci merci pour votre temps, hein, pour cette vidéo qui est hebdomadaire. Alors, j'attends vraiment vos réactions hein, aux commentaires parce que je me pose